Salut à tous et bienvenue dans le Tour du Monde, la vidéo qui vous fait le récap des actualités internationales de la semaine. On commence tout d'abord par l'invasion israélienne qui se poursuit dans la bande de Gaza. Dans la nuit de mardi à mercredi, un accord a finalement été trouvé entre Israël et le Hamas par l'intermédiaire du Qatar. Cet accord, qui a finalement été accepté par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, a permis un cessez-le-feu. Les termes de cet accord de trêve prévoient un échange d'otages. Israël libéra 150 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, et en contrepartie le Hamas libéra 50 otages israéliens. La mise en œuvre d'un cessez-le-feu a débuté vendredi à 7h du matin. Ce cessez-le-feu, prévu pour 4 jours, engage Israël à restreindre le mouvement de ses véhicules militaires. De plus, des aides humanitaires, y compris du carburant, seront autorisées à pénétrer dans la bande de Gaza pendant cette période. Cependant, malgré cet accord, le premier ministre Netanyahou a souligné que ce n'est pas la fin de la guerre. Il a clairement indiqué que les opérations militaires israéliennes reprendront après cette pause. אני רוצה להיות ברור. המלחמה נמשכת. המלחמה נמשכת. אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו. להשיב את כל חטופינו, לחסל את החמאס, ולהבטיח שביום שאחרי החמאס לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור, שמחנך את ילדיו לטרור, שמשלם למחבלים או לבני משפחותיהם. עזה לא תהווה יותר איום. Ce samedi, au deuxième jour du cessez-le-feu, le processus de libération des otages a commencé. 13 otages israéliens et 7 étrangers ont été libérés en échange de 39 Palestiniens, selon les déclarations du Qatar. Cependant, la brigade Al-Qassam, la branche armée du Hamas, ont annoncé qu'elle retarderait la remise des otages, exigeant qu'Israël respecte pleinement l'accord, notamment concernant l'acheminement d'aide humanitaire. Depuis vendredi, 248 camions sont entrés dans le sud de l'enclave par le point de passage de Rafah, d'après l'ONU. Des camions transportant de l'eau, de la nourriture, des médicaments et des équipements d'urgence pour les déplacer, ainsi que du carburant et du gaz. Le Croissant Rouge a signalé que le convoi d'aide acheminé à Gaza était le plus important depuis le début du conflit le 7 octobre. Le Croissant Rouge palestinien a aussi rapporté cette nuit sur X, anciennement Twitter, que l'armée israélienne opérait actuellement en Cisjordanie, ce qui ralentissait les opérations d'aide. Un conflit peu évoqué dans les médias, c'est la guerre civile qui touche actuellement la Birmanie depuis plus de 2 ans. Un conflit complexe également. Pour résumer, en 2021, un coup d'état frappe la Birmanie et les militaires du pays prennent le contrôle de l'état. En face, une résistance s'organise qui lutte pour une démocratie. La guerre civile, entre les mouvements de résistance multiples et la junte militaire, perturbe le pays depuis, avec plus d'1 million de déplacés et des milliers de morts depuis le début du conflit. La junte militaire réussit à se maintenir au pouvoir, grâce notamment à ses avantages matériels et aussi diplomatiques, notamment avec la Chine. Depuis quelques semaines, une alliance de plusieurs mouvements insurgés représentant des minorités ethniques a lancé une importante offensive contre l'armée dans le nord de l'état de Shan, une région proche de la frontière chinoise. Ces rebelles se sont emparés de dizaines de positions militaires et d'une ville stratégique pour le commerce avec la Chine. Dans ce contexte, la Chine a appelé à ses ressortissants à quitter la région, puis a annoncé débuter un exercice militaire près de la frontière. La Chine a informé l'armée birmane de ces exercices, comme a déclaré le porte-parole de la junte militaire. Une partie non négligeable des échanges avec la Chine transite précisément dans cette zone. Ce blocage depuis quelques semaines prive l'armée birmane de commerce important dans une économie en panne depuis le coup d'état de 2021. En Argentine, les élections présidentielles se sont conclues dimanche dernier par la victoire de Javier Milei, un candidat anti-système et populiste. Face à lui se trouvait Sergio Massa, l'actuel ministre de l'économie, représentant le gouvernement en place. Le contexte de ces élections a été marqué par une crise économique sévère, avec une inflation dépassant les 140% et 40% de la population vivant sous le seuil de pauvreté. Javier Milei, souvent comparé à des figures comme Jair Bolsonaro ou Donald Trump pour son approche ultralibérale et ultra-conservatrice, a su capter l'attention surtout parmi les jeunes et sur les réseaux sociaux. Son programme est centré sur des idées chocs telles que l'anti-avortement, le soutien au port d'armes et le climato-sceptisme. Il propose même la création d'un marché de vente d'organes. Cette victoire est vue par la communauté internationale comme un symptôme d'un profond problème du système politique argentin. Alors que l'Argentine se trouve à un tournant, les yeux sont désormais tournés vers Milei pour voir comment il va gérer les nombreux défis auxquels le pays est confronté. Cette semaine, l'OMS a alerté sur une augmentation notable des maladies respiratoires dans le nord de la Chine. L'OMS a demandé à Pékin des informations détaillées, suite à laquelle les autorités chinoises ont confirmé que l'augmentation de ces cas n'était due à aucun pathogène nouveau ou inhabituel, mais plutôt à des agents pathogènes connus. Cette hausse des maladies respiratoires touche principalement les enfants. L'OMS continue de recommander des mesures de prévention telles que la vaccination, la distanciation sociale, l'isolement en cas de symptômes et le port du masque. Face à l'augmentation des cas, les hôpitaux chinois, en particulier les services de pédiatrie, sont débordés. La situation en Chine est suivie de près car des cas similaires commencent à apparaître dans d'autres pays. L'OMS insiste sur l'importance de maintenir certaines mesures sanitaires pour contrôler la propagation de ces maladies respiratoires. Jeudi soir, Dublin a été le théâtre d'émeutes d'une extraordinaire explosion de violence selon le commissaire irlandais Drew Harris. Des voitures de police incendiées, un bus et un tramway détruits par les flammes, des vitrines brisées et des magasins pillés, c'est des scènes de chaos total que l'on peut voir à Dublin depuis jeudi soir. Ces émeutes ont été déclenchées suite à une attaque au couteau en début d'après-midi qui a gravement blessé 5 personnes dont une fille de 5 ans. La réaction violente des émeutiers, chantant des slogans hostiles aux étrangers, a été imputée à une idéologie d'extrême droite par la police.
Le Premier ministre irlandais Leo Varadkar a fermement condamné ces actes, soulignant qu'ils étaient motivés par la haine. Dans le sillage de l'attaque, des rumeurs propagées par des groupes d'extrême droite ont rapidement circulé, qualifiant à tort l'assaillant d'origine algérienne. Cependant, la police n'a pas confirmé ces affirmations. À noter que le motif terroriste a été écarté par la police pour l'attaque au couteau. Ces rumeurs infondées ont exacerbé les tensions, conduisant à une flambée de violence et de discorde en Irlande.